Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public en direct et en public, à la suite duquel nous aurons, avec ceux et celles d'entre vous qui sont à l'écoute, un échange sur les questions que nous aurons essayé de traiter ou sur toutes celles qui vous paraîtront importantes. Nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, avec Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et avec Richard Verly, correspondant en France du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Le Covid, c'est quand la fin ?» Point d'interrogation. Et ce numéro est ainsi chapeauté, je cite, « bien malin ou devin ou carrément imprudent, qui pourrait répondre à la question posée par ce numéro. Entre le dès demain et le plus jamais, nos cœurs balancent au-dessus du vide et notre morale est en berne. Au bout d'une année d'inquiétude, de peur, d'atteintes à nos vies, on se prend à douter qu'un jour l'épidémie sera derrière nous et un avenir sinon radieux mais débarrassé de variants divers et variés devant nous. Pourtant, si la sortie de cette crise sanitaire n'est pas pour demain, il reste, grâce au progrès de la vaccination, des raisons d'espérer un retour progressif à la normale dans les mois à venir. C'est ce que montre ce numéro qui s'intéresse aussi aux ressources mentales à mobiliser pour affronter ces temps couverts. Nous avons mis en ligne mercredi dernier un nouveau bada de notre série consacrée au monde de la culture, à ses acteurs et à ses artisans. C'est un entretien avec Bertrand Dical, qui connaît mieux que personne la chanson française, son histoire, mais aussi la chanson contemporaine, dans ses aspects artistiques comme dans ses contingences matérielles. Mercredi prochain, nous mettrons en ligne le bada des échanges que nous aurons tout à l'heure avec nos auditeurs. Intéressons-nous maintenant à la bataille pour la proportionnelle. L'instauration d'une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin des législatives était un des éléments constitutifs de l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron en 2017. Après qu'un premier projet a été abandonné en cours d'examen à cause de l'affaire Benalla en juillet 2018, le gouvernement a présenté un an plus tard un nouveau projet de réforme. Il prévoyait une baisse de 25% du nombre de parlementaires, ce qui aurait porté celui des députés à 433 et celui des sénateurs à 261. Sur ce contingent de 433 députés, 87 auraient été élus à la proportionnelle, soit 20%. Ce projet s'est enlisé après s'être heurté à la résistance du Sénat. Mathieu Gallard, directeur d'études à l'IFOP, résume ainsi la situation actuelle. On a 4 blocs électoraux, plus ou moins équivalents, gauche, centre, droite, extrême droite, et des institutions qui vont nous demander d'en départager 2 avant d'accorder tous les pouvoirs pour 5 ans à un seul. Fin de citation. Pour le président du Modem, il faut une réponse à la crise de notre système démocratique. Je le cite, Marine Le Pen, dont tout le monde sait que je ne partage pas les idées, a recueilli 34% des voix au second tour de l'élection présidentielle et revient à l'Assemblée avec 6 sièges, 1% de la Chambre. En 2007, j'avais obtenu quelques 19% des voix au premier tour et nous avons eu 3 députés. En termes de justice, cela a un effet désastreux. Pour les électeurs non représentés, les élus ne sont plus légitimes. Fin de citation de François Bayrou, qui plaide désormais non plus pour une dose de proportionnelle, mais pour un scrutin proportionnel départemental à un seul tour, avec un seuil à 5% des suffrages exprimés, semblable à celui décidé par François Mitterrand en 1984 et appliqué aux législatives de 86. Le système Bayrou ne nécessite pas un redécoupage électoral, puisqu'il reprendrait l'actuelle répartition des députés par département. Il serait donc applicable, s'il était adopté, dès les prochaines élections législatives de juin 2022. Contrairement à de nombreuses démocraties, la France a le goût du changement en matière de mode de scrutin. Cela peut aller des retouches de détail au bouleversement radical.
Pour les législatives, le majoritaire avait été restauré avec la Ve République. François Mitterrand a décrété la proportionnelle intégrale pour 86. Jacques Chirac a rétabli le majoritaire en 88, mais le seuil de maintien au second tour a été modifié 2 fois, en 67 et en 78, et le nombre de circonscriptions à 7 reprises. Il est de 577 depuis 1988. 3 présidents successifs, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, se sont montrés favorables à introduire de la proportionnelle législative, mais un des proches d'Emmanuel Macron, qui l'interrogeait récemment sur ses intentions, s'est entendu répondre: est-ce que vous pensez que les Français attendent de nous qu'on s'intéresse à la proportionnelle? Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Oui, Philippe, alors on va quand même s'intéresser à la proportionnelle malgré le contexte sanitaire compliqué. On connaît en gros le diagnostic politique, c'est-à-dire qu'on voit un schéma se répéter depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, et c'est vrai aussi pour François Hollande et Emmanuel Macron, c'est-à-dire des présidents de la République qui sont élus, qui ont une majorité au Parlement, mais dont la popularité baisse très très vite et correspond finalement à un socle, leur socle de premier tour, qui est autour de 20%, plus ou moins. Et donc le sentiment que si le président a des leviers pour gouverner, il n'est pas supporté, enfin au sens où il n'a pas un soutien très très fort dans l'opinion. Il est vu comme impopulaire très rapidement et il n'a pas de capacité à rassembler. Donc il faut bien répondre à ce problème politique et on connaît cette difficulté en fait qui s'est amplifiée depuis le passage au quinquennat et ce qu'on appelle l'inversion du calendrier, c'est-à-dire le fait que les élections législatives suivent immédiatement l'élection présidentielle et donc le sentiment que les députés doivent leur élection à la vague présidentielle et que la marge de manœuvre dans le fond de l'Assemblée nationale est très très limitée par rapport aux volontés du président de la République. Et donc on a cette situation de déséquilibre finalement entre l'exécutif et le législatif, entre la majorité et l'opposition, avec un système qui, certes, il a été fabriqué pour ça, donne du pouvoir au président de la République, mais en même temps une faible capacité à créer du consensus dans la société. Et du coup, on voit des actions contestataires s'emparer de la rue. Mais on voit aussi la difficulté dans l'Assemblée nationale et au Sénat, la difficulté à ce que l'opposition prenne une attitude responsable et qu'elle soit, elle aussi, sorte d'une posture de facilité ou de protestation et crée des accords avec la majorité ou au moins fasse un travail parlementaire constructif par rapport à la majorité. Donc on a le sentiment de quelque chose dans lequel on a d'un côté des députés qui suivent le président et de l'autre une critique stérile. Et donc tout ça n'anime pas un débat politique de très grande qualité. Alors le président avait dit une dose de proportionnelle. Toute la question c'est de savoir combien. À Terra Nova, on avait fait une étude en 2018 pour dire une dose de proportionnelle, pourquoi, comment, laquelle. Une étude qui avait montré qu'à moins de 25% de députés élus à la proportionnelle, vous ne changez pas en fait le résultat, l'équilibre des forces au sein du Parlement par rapport au système électoral qu'on a aujourd'hui. Donc le Sénat a bloqué cette réforme. Le président du Sénat, Gérard Larcher, dit qu'il ne veut pas plus de 15% de députés élus à la proportionnelle. Alors 15%, ce que notre étude a montré, c'est que ça ne change rien. Donc ça, c'est vraiment une réforme en trompe-l'œil qu'il faut éviter absolument. Et donc pour avoir un effet significatif, il faut aller au-delà de 30%. Et quand on regarde les systèmes mixtes en Europe, qui sont assez nombreux, puisque la France est le seul pays européen à avoir un système uninominal à 2 tours, les systèmes mixtes en Europe octroient au moins 50% des sièges à la proportionnelle. Donc la proportionnelle, qui a mauvaise réputation en France pour de mauvaises raisons, pourrait tout de même répondre à un certain nombre des difficultés politiques que nous avons.
Je rappelle juste pour conclure quelques points. D'abord, la proportionnelle, c'est le cas le plus fréquent en Europe. Elle n'est pas un facteur d'instabilité. Regardez, en Allemagne, 50% des députés sont élus à la proportionnelle et Angela Merkel est au pouvoir depuis 16 ans. Et même avant elle, le chancelier Schröder avait fait 2 mandats et même avant elle, Helmut Kohl avait fait 16 ans. Donc, sur une quarantaine d'années, on n'a que 3 chanceliers. Elle peut contenir l'abstention, la proportionnelle aussi, puisqu'elle donne au sentiment aux électeurs d'être mieux représentés à l'Assemblée. Elle favorise une représentation plus diverse du pays. Et bien sûr, ça c'est à la fois un problème, mais ça fait partie du jeu politique. Elle favorise la représentation des petits partis et des partis extrémistes. Alors il reste, la difficulté, c'est qu'évidemment le contexte n'est pas porteur et le calendrier est très serré. Et donc, faut-il s'engager dans une réforme de ce genre? Évidemment, c'est la question qui est ouverte. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je voulais pour commencer raconter une anecdote qui était que je faisais partie en 2011, avant les élections présidentielles et législatives de 2012, d'une délégation qui a discuté entre représentants des Verts et socialistes sur un accord électoral qui devait aboutir à la fois des questions de contenu et d'élections en alliance entre socialistes et Verts. Et l'un des points qui était resté complètement en blanc, c'était ce sujet de la dose de proportionnelle, puisque, vous le savez, les Verts portent de longue date l'idée d'installer un système avec beaucoup plus de proportionnel au niveau des législatives. Et les socialistes, à l'époque, n'avaient pu se mettre d'accord entre eux, entre une dose de 15% ou une dose allant jusqu'à 25%. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est aujourd'hui en 2021 et que le sujet est toujours entre parenthèses. On voit bien que certes, la France aime changer son mode de scrutin, mais que la question d'installer ça au niveau national dans une élection qui aujourd'hui, comme l'a rappelé Marc-Olivier, est très liée à l'élection présidentielle depuis l'inversion du calendrier électoral et surtout à cause de nos institutions qui prévoient que c'est l'exécutif qui maîtrise l'ordre du jour des assemblées et que l'essentiel des lois qui sont votées émanent en fait du gouvernement, c'est un sujet sur lequel il y a débat. Nous ne sommes pas du tout en régime parlementaire et l'un des intérêts essentiels d'installer de la proportionnelle aux élections législatives, ce serait un rééquilibrage des pouvoirs entre pouvoir exécutif, gouvernement et président de la République et pouvoir législatif. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'évidence, est encore soit une crainte, soit l'objet d'un vrai débat en France, qui est un débat de réalité des équilibres institutionnels. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de rappeler quand même qu'en 2017, ceux qui ont été élus à l'Assemblée nationale sont, pour une grande partie d'entre eux, des inconnus, puisque Emmanuel Macron a réussi, on peut dire que c'est un tour de force, mais certains commentateurs disent qu'aujourd'hui c'est inévitable compte tenu de l'alignement du calendrier législatif, enfin d'élection des parlementaires sur l'élection présidentielle. Il a réussi le tour de force donc de faire élire beaucoup d'inconnus ou des personnes qui ont rebaptisé leur étiquette, venant de la droite, venant de la gauche, pour devenir ni droite ni gauche. Mais 4 ans après, ce qui est frappant aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre ces parlementaires n'ont pas réussi réellement à se faire connaître. C'est également dû à une autre réforme qui avait été installée et qui est entrée en vigueur en 2017, qui était le non-cumul des mandats entre parlementaires et exécutif local. Et de ce fait, nous avons des parlementaires qui étaient à la fois, pour certains, inconnus ou qui ont été rebaptisés La République en marche, et puis qui n'ont pas d'ancrage local. Et ces inconnus parlementaires, dont certains ont bien réussi, dont d'autres n'ont pas convaincu, ça peut donner une opportunité d'installer de la proportionnelle, parce que l'une des conséquences d'installer de la proportionnelle au niveau des élections législatives, c'est évidemment de redonner un rôle assez central aux partis politiques, puisqu'il s'agirait de présenter des listes de personnes à élire, des listes de candidats. Et là-dedans, c'est une des critiques d'ailleurs qui est faite en France, puisque les partis politiques n'ont guère de légitimité aux yeux de l'opinion publique. L'un des éléments de ce système, c'est que c'est les partis politiques qui vont choisir les candidats et qui vont retrouver ainsi une maîtrise de présentation de ces candidatures, alors même qu'on pouvait dire qu'avant, des personnalités enracinées au niveau local, bien connues, avaient une autorité sur l'appareil partisan qu'elles perdraient en cas de proportionnel. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. On redonne de l'importance aux partis politiques. Est-ce que c'est une bonne manière de réanimer la vie politique française ?
Je n'en sais rien, ça dépend. Marc-Olivier a rappelé qu'aujourd'hui, l'opposition à Emmanuel Macron, par exemple, n'avait pas toujours une attitude constructive. Si on redonne de l'influence aux partis politiques dans la présentation des candidats, ils auront évidemment aussi plus d'influence au niveau parlementaire et se dessine ainsi un jeu d'acteurs qui n'est pas du tout le nôtre de longue date, où la question des compromis, des logiques de projet, la possibilité à s'allier en fonction des propositions de loi, des projets de loi, donc une vie politique avec un centre partagé entre l'exécutif et le Parlement, et la possibilité de variation, d'une plus grande fluidité de la vie parlementaire, mais aussi d'une plus grande imprévisibilité. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment dérange, ou en tout cas peut inquiéter, dans un contexte évidemment de pandémie, dans un contexte où l'incertitude est déjà là dans notre vie de tous les jours. Et puis, il y a cette question du calendrier, faut-il le faire alors qu'on est presque on est à 1 an et demi en fait de ces élections. Mais je vais prendre position. Moi, je pense que ce serait bien de le faire parce que c'est un serpent de mer et parce que je crois que même pour l'exécutif, ne pas avoir de vie parlementaire active, aujourd'hui ne pas partager le pouvoir, ne pas représenter un certain nombre de forces comme les Verts, par exemple, qui ont réussi les pressions culturelles et qui montent en puissance, par exemple, dans les territoires, je pense que c'est construire quelque part une vie politique théâtralisée autour d'Emmanuel Macron et que ce n'est pas sain pour le jeu démocratique de notre pays. Richard Verly. Pour ma part, je m'interroge d'abord sur ce que pense vraiment Emmanuel Macron. Parce que, en réalité, et vous l'avez bien dit, Philippe, dans votre présentation, c'est un projet, la proportionnelle, qui était porté par son principal allié de l'élection présidentielle, à savoir François Bayrou. Mais depuis, sur ce sujet, Emmanuel Macron, je dirais, a slalomé. Et on ne l'a toujours pas entendu, lui, défendre ce projet d'avoir de la proportionnelle dans le scrutin législatif de manière absolument convaincante, ce qui m'amène peut-être à croire que lui-même n'en est pas convaincu. Et il est évident que s'il n'en est pas convaincu et s'il n'en a pas envie, vu le calendrier, la situation sanitaire, etc., il y a peu de chances que ça aboutisse. Ensuite, la deuxième chose, c'est là aussi une question. Est-ce que dans le contexte actuel extrêmement compliqué que génère la crise sanitaire, un débat, je dirais, constructif, complet sur la proportionnelle et sur les formes de proportionnelle, puisque tout est dans le curseur qu'on va adopter, est-ce que ce débat est possible? Là aussi, je me pose la question, les Français sont affairés à beaucoup d'autres choses, les partis politiques se préparent à la présidentielle. Spontanément, je pense que ce genre de réforme, et je suis partisan qu'elle intervienne en France parce que je pense que cela contribuerait à améliorer, je dirais, la démocratisation de la vie politique française. Mais pour moi, c'est une réforme qui doit intervenir en début de quinquennat et non pas en fin de quinquennat. Je pense donc que là, il y a une contradiction dans les faits à le faire maintenant et que ça nuirait d'ailleurs peut-être à l'acceptabilité de la proportionnelle dans l'opinion publique. Enfin, troisième élément, ce besoin de proportionnelle, je crois qu'il est réel, mais là, ça ne vous étonnera pas, Philippe, parce que j'en ai déjà parlé dans notre émission. Il doit s'accompagner aussi d'autres formes démocratiques qu'on doit soutenir, et notamment un peu plus de démocratie directe. Parce que quand vous regardez les sondages, bien entendu, ils valent ce qu'ils valent, mais le besoin souvent exprimé par les Français, ce n'est pas plus de proportionnel, c'est plus de démocratie directe. C'est la possibilité de participer directement aux décisions, d'avoir leur mot à dire, comme l'a montré par exemple la Convention citoyenne sur le climat. On verra ce que donnera le projet de loi pour l'organisation d'un référendum écologique qu'a proposé le gouvernement. Donc, tout ça pour résumer, je pense que le moment n'est malheureusement pas bienvenu pour défendre une réforme qui amènerait de la proportionnelle aux législatives, et je pense que la proportionnelle seule n'aboutira pas à une meilleure démocratie française. Il faut qu'elle soit mêlée avec d'autres éléments, et notamment plus de démocratie directe. Un mot avant de passer la parole à Jean-Louis Bourlanges. Certains peuvent s'étonner, c'était d'ailleurs presque un peu le cas de Marc-Olivier tout à l'heure, que nous nous intéressions au mode de scrutin en plein milieu de cette pandémie et de l'éventualité de son aggravation. Mais pendant toute cette pandémie, nous avons eu, et c'est un des effets secondaires, collatéraux de cette pandémie, nous avons eu à nous interroger sur le mode de prise de décision dans ce pays, sur ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, sur le vote d'un certain nombre de lois limitant les libertés. Des orateurs comme François Sureau ou
d'autres comme Gaspard Koenig sont intervenus sur ce thème, et dans cette émission, nous avons à plusieurs reprises abordé cette question. La question du mode de scrutin me paraît intimement liée à toutes les interrogations que nous avons pu avoir autour de cette situation de l'état de droit pendant une période d'urgence sanitaire. Jean-Louis Bourlange. Merci, merci, cher Philippe. Oui, je suis d'accord sur un point avec Richard, c'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir ce que pense Emmanuel Macron. Je crois que là, ça n'est pas clair. Et ce qui est un peu irritant dans le débat actuel, c'est qu'on escamote un peu le débat sur le fond au profit d'arguments de circonstance. On dit globalement, c'est trop tard, c'est trop difficile, c'est un débat artificiel compte tenu de l'importance de la pandémie. Or, je crois que ça, ce sont de mauvais arguments. D'abord, c'est trop tard. Je me rappelle ce que disait un conseiller en communication tout à fait remarquable de Jacques Chirac, qui était Denis Baudouin, de Jacques Chirac puis d'Édouard Balladur, qui était Denis Baudouin, et qui disait, quand vous avez une difficulté avec un sujet, posez simplement la question, est-ce bien le moment? Et vous verrez que votre adversaire chancelle, trébuche, et que vous éliminez la difficulté. Eh bien, je crois que là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, est-ce bien le moment? Ben oui, c'est le moment. Moi, je remarque une chose, c'est que tous les changements de mode de scrutin sont intervenus à quelques mois de l'échéance. Ça a été le cas en 1945, quand le général de Gaulle a établi la proportionnelle. Ça a été le cas en 1951, quand le président Cueil a établi un scrutin extrêmement controversé qui a provoqué l'échec du RPF. Ça a été le cas du général de Gaulle à nouveau en 1958, à quelques semaines de l'élection de l'Assemblée législative, et ça a été le cas de François Mitterrand en 1985. Et ce n'est pas pour rien, parce que vous ne pouvez pas le faire en début de mandature, pour une raison d'ordre religieux. C'est que les parlementaires viennent d'être élus dans un mode de scrutin, et le scrutin qui les a fait élire est par définition le bon, puisqu'il les a fait élire. Il est donc sacré. C'est un tabou. On ne commence pas par toucher au mode de scrutin qui vous a fait élire. Donc, si vous voulez ne pas le changer, vous ne le changez pas au début et vous ne le changez pas à la fin. Mais c'est parce que vous ne voulez pas vous voulez ne pas le changer. Si vous voulez le changer, c'est maintenant, c'est tout. Et alors, on dit c'est trop difficile. Pas du tout. Ça dépend du mode de scrutin. Les essais qui ont été évoqués par Philippe dans sa présentation passaient par une réforme constitutionnelle, parce qu'il modifiait le nombre de parlementaires dont il touchait au Sénat. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire de réforme constitutionnelle dans les délais actuels. Il y a autre chose que vous ne pouvez pas faire, c'est une redéfinition générale des circonscriptions. Vous ne pouvez pas redessiner plusieurs centaines de circonscriptions à quelques mois du mode de scrutin. Je crois que c'est Marc-Olivier qui l'a dit, il a tout à fait raison. En revanche, les systèmes qui sont sur la table et qui sont soit la reprise de la loi de Mitterrand, c'est ce que préconise François Bayrou, la reprise de la réforme de 85-86, c'est très simple. Vous faites, ça tient en une ligne. Les députés sont élus à la proportionnelle, à la plus forte moyenne, dans une circonscription départementale, peut-être quelquefois en coupe en deux quand il y a trop de députés comme le Nord, etc., dans une circonscription départementale avec un seuil de 5%. Ça ne peut pas être plus simple. C'est un article qui est d'une simplicité biblique. Et si vous faites ce qui est plutôt ma ligne actuellement, bien que je sois très favorable à ce système aussi, la ligne qui est celle du président Ferrand, qui avait une proposition auquel j'ai personnellement trouvé de l'intérêt, d'ailleurs plus que lui, parce que je vois que depuis que j'ai trouvé de l'intérêt, il n'en manifeste plus beaucoup lui-même pour la sienne, qui est de dire on fait la loi de 85, on la réserve aux grands départements. Les grands départements devant être soit au-dessus de 10 départements, ce qui fait un tiers à la proportionnelle, soit au-dessus de 7, ce qui ferait à peu près la moitié, soit ce qui serait logique, au-dessus de 5, et ça ferait une très grande masse de députés élus à la proportionnelle. De toute manière, en dessous, dans des circonscriptions qui comportent moins de 5 députés, la proportionnelle n'est pas vraiment une proportionnelle. Donc tout ça est très, très simple.
Donc, on veut ou on ne veut pas. Et on nous dit, alors, il y a la pandémie. Vous ne pouvez rien faire parce qu'il y a la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois des lois sur la souffrance des animaux. Je suis très, très favorable. J'ai toujours voté au Parlement européen avec les Anglais sur l'animal welfare pour la protection des animaux. Mais je veux dire, ce n'est pas la pandémie. On est dans autre chose. On ne va pas discuter. On doit admettre que la question démocratique est une question centrale et que, comme vous le suggériez, Philippe, la question étant une question centrale, il faut savoir ce qu'on doit faire. Or, la reconstitution d'un pouvoir parlementaire fort est un élément essentiel, non seulement du rééquilibrage entre les pouvoirs à l'intérieur de la République, mais du rétablissement dans l'opinion publique, même si elle n'en est pas consciente aujourd'hui, d'une légitimité donnée à la démocratie représentative. Donc c'est ça la question. Je serais tenté de dire au président de la République et à nos partenaires de la République en marche de faire leur la formule de l'Évangile, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais de grâce, ne bottons pas en touche sur un problème qui n'a pas lieu d'être botté en touche. Alors maintenant, deux questions. Pourquoi ? Oui, pourquoi? C'est très important et vous l'avez dit, je ne vais pas insister, le Parlement actuel, c'est l'ombre d'un Parlement. Il n'a ni l'autonomie, ni la diversité nécessaire pour être reconnu comme un pouvoir autonome. Le débat à l'intérieur du Parlement ne se fait pas sur les mêmes thèmes que dans le pays. Le débat à l'intérieur du Parlement, c'est entre la majorité, son opposition LR et son opposition socialiste, alors que dans le pays, c'est le Front National, pour l'essentiel, ceux qui se réclament de la philosophie du Front National et ceux qui ne s'en réclament pas. Donc il y a un décalage. Donc comment voulez-vous que les Français se reconnaissent dans un débat qui n'est pas le leur? Et le quinquennat a formidablement exagéré les inconvénients du scrutin majoritaire, car il aboutit, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui sont très claires, à faire que l'Assemblée, la majorité de l'Assemblée est constituée de parlementaires qui représentent un peu moins d'un quart des électeurs, ceux qui ont voté au premier tour pour le président élu quelques semaines plus tôt. Donc la diversité n'y est pas, l'autonomie n'y est pas. Alors, dernière question, est-ce que c'est risqué? Alors j'ai entendu Jean-Louis Debré, qui a repris la veine imprécatoire de son regretté père, dire à la commission des lois, c'est inadmissible, la 4e République est morte de la proportionnelle. Ce qui est une double erreur, parce que le scrutin de la 4e République n'était pas la proportionnelle, c'était un scrutin bizarroïde, celui de 51, combinant proportionnel et majoritaire de façon assez étrange. Mais surtout, la 4e République est morte est morte de problèmes politiques terribles comme l'Algérie, mais elle est morte sur le plan institutionnel d'une seule chose, c'est l'absence réelle de droit de dissolution. Jamais, quand un député censurait le gouvernement, il n'avait le sentiment de devoir en rendre compte devant les citoyens. Et c'est ça la grande innovation de la Ve République. Alors, la stabilité de l'exécutif n'est pas menacée. Aujourd'hui, on a deux paires de ceintures et une paire de bretelles. On a le droit de dissolution, et c'est très bien. On a toutes les astuces du parlementarisme rationalisé qui surarment le pouvoir gouvernemental dans la discussion législative, et on a enfin le mode de scrutin. Moi, je trouve qu'une ceinture et une bretelle, c'est déjà suffisant et ça ne met pas du tout en cause la stabilité du système. Donc je pense qu'il faut y aller si on veut vraiment rendre des couleurs à la démocratie représentative dans ce pays. Et comme je le disais, c'est maintenant ou jamais. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Je voulais tenter de répondre ou d'apporter quelques arguments par rapport à ce que disait Richard sur le fait que les Français ont plus envie de démocratie directe qu'une réforme du mode de scrutin. Évidemment, si on pose la question de la réforme du mode de scrutin, ça paraît extraordinairement technique et dans un sondage d'opinion, je ne suis pas sûre que ça soit la préoccupation première des Français. Mais sur la question de la démocratie directe, ça rejoint d'ailleurs ce que vient de dire Jean-Louis. Le sujet, c'est que comme nous avons un Parlement qui aujourd'hui ne sert à rien, en tout cas à l'Assemblée nationale, parce qu'ensuite le Sénat apparaît paradoxalement comme la principale force de débat et d'opposition à l'exécutif,
Si on a une Assemblée nationale dont les députés sont des anonymes et se contentent de voter soit pour Macron, soit contre Macron, évidemment, je ne crois pas que les Français soient désireux de changer le mode de scrutin. Mais tout l'enjeu, et ça a été rappelé par Jean-Louis, c'est de convaincre qu'aujourd'hui, une vie parlementaire est un élément fondamental de vitalité de notre démocratie. Et ça, je crois que ça repose sur cette transformation du mode de scrutin. La deuxième chose, c'est que je crois qu'une démocratie dans la mondialisation, avec un pays qui joue un rôle très important dans l'Union européenne, ne peut se contenter de rester sur cette question de qu'en pense Emmanuel Macron. Parce qu'au fond, la question qu'on s'est posée dans notre débat sur qu'en pense Emmanuel Macron, est-ce que ça aura lieu ou pas, c'est une question qui traverse toute la vie politique française. C'est-à-dire, c'est qu'en pense Emmanuel Macron sur la pandémie, qu'en pense Emmanuel Macron sur Angela Merkel, qu'en pense Emmanuel Macron. Et ça, c'est quelque chose qui, quelque part, détruit justement la possibilité d'une vie démocratique au temps de la mondialisation. Et je crois que, y compris pour le président de la République, de façon à ce que, au fond, les mandats présidentiels ne soient pas une longue déception annoncée, il est essentiel que le partage du pouvoir et le partage du débat et de la responsabilité puissent se faire. Et il me semble que cette réforme du mode de scrutin le permettrait. Richard Bernis. Oui, je voudrais revenir sur le calendrier parce que j'ai bien noté et entendu les arguments de Jean-Louis qui sont, comme souvent et toujours, excellents. Mais quand même, dans ce contexte de la pandémie, et précisément parce que le mode de scrutin, c'est un sujet de débat public qui nécessite beaucoup de pédagogie, et ceux qui s'opposent à la proportionnelle très très vite montent au créneau, est-ce que vous ne croyez pas que ce contexte ne s'y prête pas? Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai des interrogations. J'ajoute une chose, c'est que on peut bien sûr dire que le mode de scrutin ne peut pas être changé immédiatement après l'élection parce que les députés ont été élus d'une certaine manière et que ça reviendrait à contredire leur élection. Mais là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord. À partir du moment où la proportionnelle faisait partie des engagements présidentiels, il aurait été assez logique qu'Emmanuel Macron vienne avec cette proposition rapidement. Donc, encore une fois, le calendrier aujourd'hui me semble défavorable. Est-ce que sur cette question, l'un d'entre vous, Jean-Louis? Oui, je crois, je dirais quel optimisme, Richard. Ça, on voit bien que Richard est issu d'une vraie démocratie, ce qui n'est pas tout à fait la tradition française. On a commencé assez mal la démocratie la République en 93 et on s'en remet difficilement pour l'améliorer. Mais effectivement, je crois que c'est pas parce que les engagements ont été pris, ce qui domine, c'est l'humeur des parlementaires. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le débat, c'est vrai que c'est très compliqué pour les Français de comprendre exactement les effets d'un mode de scrutin. C'est très technique, c'est très compliqué. On est un peu dans la situation décrite par Tite-Live dans l'apologue des membres de l'Estomac où Menenius Agrippa explique au peuple qu'en réalité, le travail politique, c'est très compliqué et que le patriciat en fait une bonne partie. C'est très difficile de convaincre les gens de cela. Mais en réalité, ça se ramène à des enjeux très simples. Moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent que le scrutin majoritaire est inique. Pas du tout. Je crois que la démocratie, c'est deux choses. C'est sélectionner les chefs en leur donnant le pouvoir et assurer la représentation du peuple. Je crois que l'élection présidentielle sélectionne le chef. Et donc, le chef, il n'est pas représentatif de 100% des Français. Il est élu contre un autre candidat à la chefferie, comme dirait Chirac. Et voilà. Et c'est lui et pas un autre. Mais en même temps, si j'ose dire, il faut assurer la représentation des Français. Et ça, c'est le rôle de l'Assemblée. L'Assemblée doit assurer la diversité d'une manière en renforçant un petit peu ceux qui sont proches du président pour que ce ne soit pas trop la pagaille, pas du tout la pagaille même, mais que toutes les grandes sensibilités soient présentes. Et ça, les Français le comprennent très bien. On leur dit, voilà, vous avez un scrutin qui assure l'efficacité avec un président de la République que vous élisez, c'est lui et ce n'est pas un autre. Et ensuite, vous élisez des députés qui vous représentent dans la diversité de vos sensibilités et qui vont débattre de la fabrication des lois proposées par le pouvoir gouvernemental que vous aurez en fait déterminé en élisant le président de la République. Je crois que cet équilibre-là, ça n'appelle pas des considérations extrêmement complexes. Ensuite, techniquement, c'est notre travail de faire ça. Et le système qu'on propose, scrutin départemental de liste à la plus forte moyenne, avec un seuil de 5% pour éviter les dérives israéliennes de partis qui représentent 0,5% et qui polluent le jeu, tout ça, c'est très simple, très facile à faire. Et je le dis, on le veut ou on ne le veut pas. Tu veux ou tu ne veux pas, comme disait, je crois, Brigitte Bardot.
Ouais, la comparaison entre Brigitte Bardot et François Bayrou me paraît, à certains Toi, égards, Emmanuel Macron, en l'occurrence, parce que François Bayrou veut. je vous remercie et je vous propose que nous nous intéressions à ce qui se passe en Russie, où après 6 mois passés en Allemagne pour les soins exigés par son empoisonnement en août dernier, l'avocat et opposant de 44 ans, Alexei Navalny, a pris le vol Berlin-Moscou, conscient des risques qu'il encourait, et il a lancé un nouveau défi au Kremlin. Arrêté à l'aéroport, il a été condamné le 2 février à 3 ans et demi de prison pour avoir violé des mesures de contrôle judiciaire pendant sa période de convalescence à l'étranger. Depuis sa prison, Alexei Navalny a appelé à manifester contre le régime et pour la libération des prisonniers politiques. Dans les grandes villes, des dizaines de milliers de citoyens ont répondu présents et ont subi une répression brutale. Près de 5000 arrestations à chaque fois, des rafles préventives les jours précédents, des centaines de perquisitions violentes. Andrei Kolesnikov, le chef des études de politique intérieure au Cercle de réflexion Carnegie à Moscou, constate, je cite, que 40% des manifestants sont pour la première fois de leur vie descendus dans la rue pour protester. Les sociologues ont défini le noyau dur de la contestation comme de jeunes adultes urbains entre 30 et 35 ans. Alexei Navalny a porté à la barre une charge cinglante contre Vladimir Poutine, alors que ses soutiens poursuivaient leur mobilisation dans la rue. La présence de diplomates étrangers à l'audience a été relayée par les médias officiels comme un signe de la soumission de l'opposant à des donneurs d'ordre étrangers. Après des années de harcèlement de moyenne intensité, fait d'arrestations brèves et de poursuites judiciaires à répétition, le Kremlin a l'espoir de se débarrasser de manière durable de son ennemi le plus acharné, quitte à en faire un prisonnier politique. Depuis 2013, date de la dernière élection à laquelle il a pu participer, Navalny a passé 252 jours en prison, fruit de multiples condamnations administratives. Ni les protestations internationales, ni les manifestations importantes qui secouent la Russie depuis 2 semaines n'ont infléchi le choix mardi de l'envoyer derrière les barreaux. L'expulsion de Russie vendredi de 3 diplomates, allemands, polonais et suédois, annoncée en pleine visite du haut représentant de l'Union européenne à Moscou, témoigne du peu de cas que fait la Russie de ses pressions. En plus de l'appel à des manifestations, Navalny diffuse des vidéos anticorruption comme celle de 2017 sur la fortune frauduleusement acquise de Dmitri Medvedev, alors Premier ministre, des enquêtes sur les principaux oligarques et enfin la vidéo récente sur le palais caché du président sur la mer Noire, vue plus de 100 millions de fois. Il recourt également à sa stratégie du vote intelligent, consistant à appeler à voter pour tout candidat opposé au parti Russie Unie de Vladimir Poutine, même s'il s'agit d'un communiste. Une stratégie qui pourrait jouer un rôle important lors des élections législatives prévues cet automne. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Effectivement, nous allons nous interroger sur qu'est-ce que c'est que cette méthode Navalny et en quoi est-ce qu'au fond elle est efficace par rapport à Vladimir Poutine, qui est maintenant au pouvoir en Russie depuis 21 ans et qui aspire, dans sa réforme constitutionnelle programmée, à rester jusqu'en 2036. Moi, je crois qu'il y a un élément fondamental dans cette méthode, c'est le fait qu'Alexei Navalny garde une autonomie à l'égard de l'Occident. Et ça, c'est un point essentiel, parce qu'on l'a vu, Poutine a connu beaucoup d'opposants depuis qu'il est au pouvoir, y compris des opposants puissants sur le plan financier, beaucoup d'oligarques, d'entrepreneurs, comme Khodorkovsky, par exemple, l'ancien patron de Yukos, qui maintenant vit à Londres, s'était opposé à lui. Et par l'emprisonnement et l'exil, il les a toujours annihilés, parce que quelque part, il a réussi à installer dans l'esprit de l'opinion publique russe l'idée que la Russie était une forteresse assiégée et que, au fond, lui, Vladimir Poutine, réussissait, par la fibre nationaliste, réussissait à mener la Russie, à garder à la Russie le statut de grande puissance. Il faut se rappeler qu'au moment de l'annexion de la Crimée, par exemple, en 2014, 90% des Russes, dans les sondages d'opinion qui avaient été faits, approuvaient Vladimir Poutine. Et c'est pour cette raison que le centre, me semble-t-il, de la stratégie de Navalny, c'est certes, il a été soigné, vous l'avez rappelé, à Berlin, en Allemagne, mais c'est aussi de montrer combien la question de garder le lien avec la Russie, d'être sur le sol russe est essentielle. Un exemple pour cela, lorsqu'il est jeté en prison en rentrant le 17 janvier dernier en Russie, il a dit une chose qui m'a frappée. Au fond, il n'y a pas tellement de différence entre cette prison où je suis
et le lieu où j'étais à l'hôpital à Berlin, si ce n'est le fait qu'on me parle ma langue maternelle, et ça, c'est un plus. Donc, c'est un point essentiel, c'est ainsi qu'il acquiert sa légitimité. La deuxième chose, vous l'avez rappelé, il s'adresse directement à l'opinion publique russe à travers des vidéos, à travers des tweets, à travers les réseaux sociaux. Et dans un pays où toute la vie démocratique est complètement contrôlée et où surtout la société russe se désintéresse de cette vie politique classique parce qu'elle sait qu'il n'y a là aucune marge de manœuvre, aucune fenêtre laissée à la liberté d'expression, il a su utiliser des réseaux qui lui permettent de s'adresser à la jeunesse. Et c'est pour cette raison que certes, ce sont les 35 ans qui sont le noyau dur de son soutien, mais il y a aussi des adolescents, des jeunes Russes qui n'ont pas encore la majorité politique et qui sont très nombreux dans les manifestations. Donc ça, c'est un deuxième point essentiel. Le troisième point très important, c'est qu'il a choisi l'angle de la lutte anticorruption. Et qu'on le sait, Poutine et Medvedev, son double, son binôme politique, ont poussé la corruption à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint en Russie. Certes, la corruption est installée de très longue date, et notamment depuis l'URSS en Russie, mais là, il faut se rappeler que Poutine était appelé de longue date Monsieur 50%, parce que le niveau des commissions demandées est beaucoup plus important qu'auparavant. Et dans cette vidéo à laquelle vous faisiez allusion, Philippe, sur le palais des bords de la mer Noire de Poutine, d'abord, ce qui est essentiel, c'est que jusqu'à présent, Navalny n'avait jamais attaqué directement Poutine, donc il choisit cette fois-ci de le faire très frontalement. À partir de là, ce qui a beaucoup marqué, par exemple, les manifestants qui brandissaient des brossettes de WC dans les manifestations, c'est que, par exemple, il y avait ces brossettes de toilettes à 800 € acquises en Italie, ou cette salle de hockey creusée sous la montagne, ou ce casino, on se croirait dans une série à Hollywood. Donc, à partir de ces différents éléments, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de nouvelle étape dans ce qui s'est passé autour de l'empoisonnement? C'est clair, il y a une nouvelle étape, et là, il y a quelque chose où il y a une transformation, un basculement de l'opinion publique russe à l'égard de Navalny, notamment parce que dans tous les sondages qui ont été faits, alors qu'il avait un pourcentage de 20% à peu près d'opinion favorable, maintenant il acquiert pratiquement 49% d'opinion favorable à travers cette espèce de choix qu'il a fait de rentrer en Russie, et puis aussi le dévoilement, en dehors de la question de la corruption, de la criminalisation du pouvoir russe, puisque cet empoisonnement au Novatchok, c'est une méthode de voyous. En plus, Alexei Navalny a réussi à piéger les services secrets qu'il avait empoisonnés. Donc il y a quelque chose qui, à mon sens, a été une étape qui a été franchie. Est-ce que pour autant c'est efficace? C'est une question qui reste posée. Pourquoi? Parce que d'abord, Alexei Navalny ne peut pas se présenter aux élections, d'où cette stratégie du vote intelligent dont vous avez parlé, Philippe, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut voter contre les partisans, les candidats de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, et donc il invite à voter, y compris et surtout pour le Parti communiste, qui est le principal opposant institutionnel à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est donc une bonne stratégie électorale? Sans doute pas. Mais il y a sans doute un pari qui est fait sur une évolution de la société russe. Alors, est-ce que c'est une révolution qu'il espère? Mais une évolution sur le fait de dévoiler combien Vladimir Poutine n'est pas la meilleure manière ou la meilleure personne aujourd'hui pour assurer à la Russie le statut de puissance. Et en ce sens, on peut considérer qu'il a déjà réussi, et notamment qu'il y a eu une accélération très forte depuis ce qui s'est passé en août lors de son empoisonnement. Richard Verly. Au fond, il y a deux questions dans le sujet Alexei Navalny. Il y a la personnalité et les buts recherchés par son action et sa capacité à obtenir au fond une mobilisation du peuple russe contre Vladimir Poutine et contre le pouvoir actuel. Et il y a une seconde question qui nous interpelle directement, c'est qu'est-ce que peut faire l'Europe, l'Union européenne, l'Occident d'une manière plus générale? De quelle manière on peut arriver à surmonter cet obstacle qui a toujours été celui qu'on a eu vis-à-vis de la Russie, soutenir les efforts démocratiques du peuple russe et dissocier au fond le peuple russe du régime aujourd'hui qui le représente. Et c'est ça la grande question, et malheureusement pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de peine à y parvenir. Il y aurait d'abord un message, je crois, à répéter de toutes les façons, c'est dire aux Russes, nous vous respectons, nous ne voulons surtout pas, à travers cette affaire Navalny, vous fragiliser et vous ramener au chaos passé. Parce que vous connaissez bien la rhétorique de Vladimir Poutine, c'est d'ailleurs ce qui l'a largement porté au pouvoir, c'est cette idée que l'Occident veut désagréger la Russie, veut l'affaiblir, veut l'humilier pour en profiter. Eh bien, je crois que là, il y a un vrai créneau à occuper, c'est celui de l'annonce au peuple russe de dire « nous voulons, nous, Européens, une Russie forte ».
Nous ne voulons pas une Russie qui soit pieds et poings liés aux mains de nos firmes occidentales, quelles qu'elles soient. Et ce message-là, je pense qu'il est très important dans un moment où, évidemment, le régime russe va tenter de jouer cette carte et de faire passer Navalny pour un agent de la CIA financé par je ne sais quelle officine, etc. Vous voyez déjà sur les réseaux sociaux les questions fleurir sur le thème comment a-t-il pu réaliser cette vidéo, qui a financé cette fameuse vidéo, etc., etc. Donc, premier point, trouver le moyen, et je n'ai pas la solution, trouver le moyen de s'adresser au peuple russe et de faire comprendre aux Russes qu'à travers Navalny, c'est au fond la dignité de la Russie qu'on veut sauvegarder. Et la deuxième chose, c'est comment faire pour s'opposer à Poutine, ce qui est nécessaire parce que quand on défend Navalny, eh bien, naturellement, on s'oppose au régime en place, alors qu'on en a tellement besoin. Et là, vous voyez bien la deuxième force de Vladimir Poutine, c'est que sur un certain nombre de théâtres internationaux notamment, la Russie est indispensable. On pense à la Syrie, on pense à maintenant des terrains africains, etc. Et là, de ce point de vue, il faut bien dire qu'on est à court de solutions, parce que la Russie, lorsqu'elle est sur le terrain, elle défend quand même des intérêts qui sont plutôt convergents avec ceux de l'Union européenne. Je pense notamment au théâtre syrien, objectivement convergents, même si sur la méthode, on continue de dire que les Russes s'y prennent de manière beaucoup trop barbare et que nous, Européens, on le ferait différemment. C'est très facile à dire puisqu'on ne fait rien. Donc, voilà la difficulté que je vois. Quant à Navalny lui-même, je pense que son personnage est un personnage qui est à la fois souvent raconté et assez peu exploré. Moi qui ne suis pas un spécialiste de la Russie, dans ce que j'ai lu, je trouve que souvent on raconte le personnage, on raconte beaucoup sa femme, mais je n'ai pas encore lu de choses très concluantes d'enquête sur le personnage. Je pense qu'il y aurait aussi un besoin d'enquêter sur Navalny, il y a un besoin de raconter qui sont ses réseaux, parce qu'au fond, plus on démontrera que ce type est d'un courage extrême et qu'au fond, son attitude aujourd'hui est presque la seule manière de lutter contre Poutine, plus on le présentera comme, je dirais, quelqu'un de crédible aux yeux de l'opinion russe et plus on le protégera de la propagande qui, évidemment, va tenter non seulement de l'humilier, mais littéralement de l'éradiquer de la scène politique russe. Donc voilà, c'est un défi à multiples choix que pose Alexis Navalny. On pourrait le résumer de la fameuse question de Lénine, que faire? Marc-Olivier Pazis. C'est Tchernychevski la question, mais peu importe. Marc-Olivier Pazis. Tout d'abord, moi je voudrais dire que je suis très impressionné par la personnalité et l'attitude de Navalny, cette manière de rentrer au pays en acceptant les conséquences quasi certaines déjà d'un procès grotesque d'ailleurs, puisqu'on lui reproche de ne pas avoir suivi ses obligations de signalement au commissariat alors qu'il était empoisonné et soigné en Allemagne pour empoisonnement, et puis faire face à la prison dans des conditions probablement très très difficiles. Et donc effectivement la question qui est posée, c'est quelle est la bonne méthode? Navalny dit moi je n'ai pas peur, et il s'adresse aux Russes en leur disant n'ayez pas peur non plus. C'est ça, est-ce que c'est ça la méthode? Je pense que si on essaye de prendre un peu de recul, on voit que par rapport à un régime autoritaire comme celui de la Russie actuellement, en fait, il y a trois modèles. Il y a le modèle de la dissidence soviétique. Alors là, c'était une personnalité isolée, avec un soutien fort de l'Occident et la rhétorique des droits de l'homme. C'est le modèle Sakharov ou Solzhenitsyn. Alors on voit bien que Navalny n'est pas dans cette configuration-là, il n'est pas un Sakharov reclus chez lui, c'est quelqu'un qui est très intéressé par la politique. Visiblement, les gens de son entourage disent mais il pourrait être président de la Russie, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui veut prendre des responsabilités politiques, donc ce n'est pas de l'ordre du témoignage moral, il est dans une autre dimension. Deuxième modèle, c'est le modèle Solidarność polonais. Mais à ce moment-là, c'est le mouvement de masse, appuyé sur un syndicat, avec une personnalité, Lech Walesa, mais appuyé sur une très forte mobilisation de masse. Aujourd'hui, ça semble tout à fait hors de portée en Russie, même si les manifestations récentes au moment du procès de Navalny ont impliqué
une part un peu plus importante de la population, avec des vagues d'arrestations de plusieurs milliers de Russes qui sont quand même assez impressionnantes. Le troisième modèle, c'est celui que Poutine a en tête, c'est celui qu'on appelle des révolutions de couleur, en pensant à la révolution orange, mais aussi à la révolution qui avait renversé Milosevic en Serbie. Donc c'était et puis la révolution orange donc en Ukraine en 2004, qui avait des modèles tout à fait originaux pour s'opposer à des régimes autoritaires sans figure emblématique, sans leader, mais avec un mouvement en général assez festif, bien organisé, qui visait à élargir progressivement le cercle des personnes manifestant dans les rues. Et donc avec de l'humour, de la dérision, pour éviter la crispation de minorités activistes qui font peur à la majorité de la population et gagner progressivement les couches les moins mobilisées de la population avec des méthodes de résistance non violente. Ça a marché en Serbie et en Ukraine. C'est ce qu'essaye de faire la population en Biélorussie, mais sans succès pour le moment. Et ça, c'est ce que Poutine et son entourage a en tête, parce qu'ils ont été très frappés, en particulier par la révolution orange qui est à Kiev. Alors, par rapport à ces trois modèles possibles, on voit bien, Lucie a très bien résumé d'ailleurs l'originalité de la stratégie de Navalny, puisque c'est une personnalité différente, c'est un avocat, son angle d'attaque, c'est la lutte anticorruption, il utilise des moyens de communication tout à fait modernes avec la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Et puis surtout sa volonté d'être au pays, par opposition à Khodorkovsky ou à Kasparov, par exemple, qui finalement, depuis l'étranger, ne trouvent pas un écho très important dans son pays. Je pense que Lucile a souligné un point très important dans la stratégie de Navalny, c'est sa volonté d'apparaître indépendant de l'Occident, qu'on ne puisse pas l'accuser à Moscou d'être une marionnette de l'Occident. Alors, de ce point de vue-là, que peuvent faire les Européens ? On voit que la pression diplomatique est en place, puisque des diplomates européens assistaient au procès de Navalny. Deuxièmement, il y a déjà beaucoup de sanctions ciblées sur des oligarques proches du Kremlin qui sont en place, mais qui pourraient être développées. Et puis, il y a le grand dossier de Nord Stream 2, par lequel les Russes veulent vendre leur gaz à l'Europe via l'Allemagne. Alors là, malheureusement, c'est plutôt l'Allemagne qui a les cartes en main. Elle a parlé fort sur Navalny, elle a accueilli Navalny en Allemagne, mais il semble que les Allemands ne soient pas prêts de renoncer à Nord Stream. Jean-Louis Bourlange. Oui, d'abord, je crois qu'il faut saluer. Richard s'interrogeait sur le curriculum vitae Navalny, d'où il venait, d'où il parlait. Je crois qu'il faut quand même d'abord partir de la phrase de Malraux, un homme est ce qu'il fait et non ce qu'il cache. Et en l'occurrence, ce qu'a fait Navalny est prodigieusement admirable. Un homme qui se met volontairement dans la gueule du loup, qui se livre à un pouvoir impitoyable, alors qu'il pouvait y échapper, il pouvait rester en Occident, il pouvait faire ce qu'ont fait tout à fait honorablement tous les dissidents qui ont échappé au système bolchevique à l'époque où le système bolchevique était en place. Et bien non, il s'est donné, c'est vraiment un héros à l'état pur. L'homme qui se livre comme ça à son bourreau, c'est quand même une très, très grande tradition. Et là, je dois dire que je pense que c'est quelque chose qui touche en profondeur, alors on va m'accuser d'utiliser des stéréotypes nationaux, mais qui touche en profondeur l'âme russe. C'est-à-dire les deux caractéristiques, l'une qui a été rappelée, je crois que c'est Lucie qui l'a dit, par le caractère national de sa protestation. C'est un homme qui, là, montre bien que son enjeu, c'est le peuple russe. Ce n'est pas d'agir à l'étranger, d'être soutenu par l'étranger. Le pouvoir essaie d'accréditer cette idée, mais il n'y parvient pas, parce que l'homme dit effectivement, quand j'arrive en Russie, je suis en prison, mais au moins je suis avec des geôliers qui parlent la même langue que moi. Bon, donc ça, c'est la fibre nationale russe est très, très... Et se reconnaît dans ce message, et surtout
l'héroïsme sacrificiel. C'est quand même une des caractéristiques fondamentales des Russes. Quand on voit le degré de sacrifice auquel les Russes ont consenti pour gagner la Seconde Guerre mondiale, sacrifice sans aucun exemple comparable parmi les autres pays, on se dit que quand même il y a là quelque chose de très profond. Et ça ébranle profondément, moralement, Vladimir Poutine. Un ami me disait, et je crois qu'il a raison, dans cette affaire, ce qu'on voit, c'est que c'est Poutine qui a peur et pas Navalny. Poutine a peur comme tous les dictateurs. On sait depuis Stendhal, vous vous rappelez la Chartreuse de Parme, Ernest Ranuchet IV n'est brave qu'à la guerre, disait Stendhal. Et quand il était dans son palais, il regardait sous les lits s'il y avait des conspirateurs. Eh bien, Poutine, comme beaucoup de dictateurs, a peur, et il a peur de cet homme qui n'est rien, qui est en prison, qui n'a aucun pouvoir, sinon son ironie cinglante et son courage personnel. Donc, je crois qu'il faut dire ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous l'avez rappelé dans votre présentation, Philippe, c'est quand même toute une génération de jeunes libéraux au sens plein du terme, politique, culturel, économique, de gens qui veulent voyager, qui veulent avoir la liberté, qui veulent participer, qui veulent débattre, qui en ont assez du carcan dans lequel on les marque, qui sont derrière Navalny. Mais là, je dois dire que j'ai deux raisons d'être pessimiste et de marquer un grand pessimisme dans ce commentaire. D'abord, ce qui caractérise la situation internationale aujourd'hui, c'est que les pouvoirs forts gagnent parce qu'ils n'hésitent pas à pousser la force et la violence à l'extrême. Ce qui a été caractéristique de l'échec des révoltes arabes il y a une dizaine d'années, ce qui est caractéristique de l'échec de la mise au pas du Xinjiang en Chine, ce qui est caractéristique de la mise au pas de Hong Kong, où le pouvoir chinois n'hésite pas à déchirer un traité international, ce qui est caractéristique de ce qui s'est passé en Biélorussie, à Minsk, et ce qui est aujourd'hui caractéristique du pouvoir de Poutine, qui n'hésite sur rien, et notamment qui se moque totalement de ce que disent les Occidentaux. La façon, il faut bien voir que l'incrimination par laquelle on a condamné Navalny, c'est une pure provocation à l'égard de l'opinion occidentale. Et voilà, il ne s'est pas rendu à son contrôle judiciaire sans dire que c'est parce qu'on avait tenté de l'assassiner, qu'il était dans le coma et qu'il était incapable de vivre. C'est vraiment une provocation. À aucun moment, ni les juges, ni M. Poutine ne sont dupes de la crédibilité de cette incrimination, mais ça veut dire nous n'avons rien à faire de ce que vous pensez. Il y a un dirigeant tout à fait différent qui avait dit des choses comme ça, c'est Goebbels à la SDN, qui avait déclaré au moment de la quitter, vous n'avez rien à dire sur la façon dont nous traitons nos juifs et nos communistes. On retrouve cette espèce de délire hyper souverainiste qui est nous n'avons rien à faire de ce que vous pensez à l'extérieur. Et la seconde raison pour laquelle il y a quand même du souci à se faire, c'est notre extrême difficulté à nous situer, notamment nous, Européens. Monsieur Borrell a été clairement humilié. L'Allemagne, qui fait quand même le minimum vital de protestation à travers Mme Merkel, eh bien, a quand même eu un de ses diplomates expulsé. Donc vraiment, Poutine ne nous ménage pas et nous ne savons pas comment réagir. Et là, nous voyons bien, et c'est là-dessus que je termine, nous sommes confrontés véritablement à analyser avec la nouvelle administration américaine la question de savoir si on doit ou pas organiser un front de résistance des démocraties par rapport à ce qui est beaucoup plus que des démocratures, à ce qui tente à devenir un raidissement autoritaire dans un grand nombre de pays européens, européens, extra-européens, asiatiques, etc., occidentaux aussi. Partout, on a un durcissement extrêmement violent. Est-ce qu'il faut continuer le business as usual? Est-ce qu'il faut continuer à considérer tous ces États comme des associés rivaux, ou est-ce qu'il faut organiser une véritable résistance, ce qu'en son temps, M. Foster Dulles appelait un containment? Je crois que c'est là notre choix. Moi, je ne réponds pas à cette question aujourd'hui, mais je crois qu'en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui nous manque, en Europe en particulier, c'est ce que les Américains appellent le fighting spirit. On peut discuter des méthodes, Nord Stream ou pas, etc., ça se discute, mais il faut pouvoir
résister. Il faut avoir l'esprit combatif. L'avons-nous? J'en doute. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence. Pendant que nos auditeurs continuent à poser par écrit leurs questions, je voudrais ouvrir cette dernière séquence en citant, pour faire écho à la situation actuelle depuis de nombreuses semaines, et peut-être même depuis encore plus longtemps, en citant un texte du cavalier marin, Giambattista Marino, qui fut célèbre à travers l'Europe et notamment en Italie et en France au début du XVIIe siècle, et qui parle ainsi de la France. La France est toute pleine de contradictions et de disproportions, lesquelles cependant forment une discorde concordante qui la perpétue. Des coutumes bizarres, des fureurs terribles, des mutations continuelles, des extrêmes sans demi-mesure, du tumulte, des querelles, des désaccords, de la confusion, tout cela en somme devrait la détruire, et par miracle, cela la tient debout. Jean-Luc Brandange. Je voudrais faire ma brève sur un auteur que nous avons reçu ici, qui est remarquable, qui est Gérald Bronner, que nous avons reçu à 2 reprises, je crois, et qui vient de nous livrer un livre qui s'appelle Apocalypse cognitive, que vraiment, je considère comme un livre très important pour chacun d'entre nous. Ce que nous dit Gérald Bronner, c'est que notre avenir dépend de notre capacité à préférer collectivement les bénéfices à long terme aux satisfactions immédiates. Mais, et c'est ça son apport, dans le domaine cognitif d'abord, c'est-à-dire dans l'articulation de la production et de la transmission des connaissances. Selon Bronner, beaucoup de choses nous conduisent aujourd'hui à privilégier ce qu'il appelle les friandises cognitives. Par exemple, les jeux vidéo qui participent d'une sorte de cambriolage attentionnel. Or, selon lui, l'apocalypse cognitive, qui va nous précipiter dans l'abîme, tient à une situation décrite par les spécialistes de neurosciences d'un dérèglement entre le contexte frontal, siège de la quête des attentes de connaissances aux bénéfices différés, et d'autre part, le striatum, siège des satisfactions immédiates. Ce dérèglement cervical, neurologique, est absolument fondamental dans les arbitrages erronés que nous faisons. Et évidemment, Bronner met au premier rang les inconvénients, les effets indirects de la révolution numérique et nous rappelle que le cambriolage intentionnel de notre temps est fait en grande partie par cette révolution numérique et que les auteurs, Bill Gates ou Steve Jobs par exemple, se gardent bien prennent bien soin plutôt de mettre à bonne distance des ordinateurs leurs propres enfants, car ils veulent préserver chez eux une capacité d'anticipation, de réflexion à long terme, d'investissement, qui est la clé de notre capacité à surmonter les défis qui sont les nôtres. Lucille Schmitt. Oui, et ben sans transition, pour éviter la dissonance cognitive liée au numérique, moi je vous recommande la lecture d'un premier roman qui est d'une romancière qui s'appelle Lucie Ricot. Je prends le pari qu'on entendra parler d'elle. Ce roman s'appelle Le chant du poulet sous vide. C'est un titre déjà extrêmement mystérieux. Il raconte une histoire très drôle d'une femme végétarienne qui hérite de la ferme d'élevage de poulets de sa mère, et pour surmonter au fond la difficulté à reprendre ce rôle, à tuer des poulets, elle va écrire leur biographie. Et donc, elle va vendre des poulets sur le marché de ce petit village avec une biographie. Et la chute de tout cela, c'est que grâce au marketing vert, au marketing écologique, une personne va s'intéresser à elle qui évidemment a une grande chaîne de distribution. Et c'est à travers cette grande chaîne de distribution que la biographie du poulet aura le plus de succès. Pour une fois qu'un roman d'écologie est drôle, je vous le recommande très chaudement. Il s'agit en plus d'un premier roman et l'écriture est acérée. Marc-Olivier Padis. Je voudrais vous recommander le livre que j'ai lu cette semaine, qui est une sorte d'essai documentaire de Léa et Hugo Domnac, Les Murs Blancs. Donc Léa et Hugo Domnac sont des petits-enfants de Jean-Marie Domnac, qui a été un directeur emblématique de la revue Esprit dans les années 60-70. Et ces petits-enfants ont fait pendant 10 ans des
entretiens avec toutes sortes de personnalités qui ont connu cette maison à Châtenay-Malabry entourée d'un grand parc, les Murs Blancs. D'ailleurs, Philippe Meyer fait partie des personnes interrogées. Et dans cette grande maison, Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, avait souhaité mettre en pratique le personnalisme communautaire qui était la philosophie qu'il avait développée à l'origine de la revue Esprit, en faisant vivre une petite communauté autour de lui, donc avec différentes personnalités, l'historien Irénée Marou, le psychologue Paul Fraisse, Jean-Marie Domnac et quelques autres. Et après la mort de Mounier, c'est Paul Ricoeur qui est venu s'installer. Et donc, c'est le récit de cette communauté de vie qui n'a pas très bien tourné, il faut bien le dire, mais où toute une bande d'enfants, dont les auteurs, Léa et Hugo Domnac, ont vécu dans un lieu tout de même assez magnifique pour la région parisienne. Et c'est un récit très bien fait de l'histoire de cette maison et puis des personnalités qui l'ont habitée et de la vie intellectuelle qui s'y déroulait. Et donc, j'ai grande dette à l'égard de Jean-Marie Domnac, une dette humaine et intellectuelle. Et Richard Verly. Alors, je vais revenir pour conclure avec cette brève sur la crise sanitaire et sociale actuelle, parce qu'il se trouve que cette semaine, je travaillais sur cette question des inégalités sociales qui se sont, comme on le sait, considérablement accrues pendant la pandémie. Et je suis tombé sur un livre récemment paru qui nous apporte, je crois, une contribution très intéressante sur l'état réel de la société française. Ce livre, c'est Le crépuscule des héritiers de Denis Brunel aux éditions du Nouveau Monde. L'auteur, il plonge dans les grandes entreprises françaises et il nous raconte comment, en réalité, eh bien, au sein de celles-ci, les dynasties continuent de se transmettre le pouvoir. Alors, vous savez, la France est une nation assoiffée d'égalité, écrivait Alexis de Tocqueville. Eh bien, à lire cet ouvrage, j'ai compris pourquoi. C'est Le crépuscule des héritiers de Denis Brunel aux éditions du Nouveau Monde. Merci à tous. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, à Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent.